Bonjour à toi voyageur, je suis Tancred de Sabodia, capitaine de la compagnie Sim et votre chroniqueur le temps de cette vidéo. Pour le chapitre d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des ordres croisés les plus connus et qui, contrairement aux autres, existe encore de nos jours. Ce n'est donc pas les Templiers, il s'agit ni plus ni moins de l'ordre des Hospitaliers. Qu'est-ce que l'ordre des Hospitaliers? C'est un ordre religieux, hospitalier, catholique et militaire, symbolisé par sa croix d'argent à 6 branches sur fond de sable, remplacé par la suite par une croix à 6 branches sur fond de gueule. Érigé à l'aube des croisades, il perdurera jusqu'au début du 19e siècle. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Avant même la première croisade, des marchands italiens amalfitains, les Amalfitains, sont des Italiens venant de la commune d'Amalfi, dans la province de Salerne, dans la région de la Campanie en Italie. Ces Amalfitains donc, sous la conduite d'un dénommé Patalone di Moro, fondent une église et un monastère pour honorer Sainte Marie latine à Jérusalem, près du Saint-Sépulcre. Nous sommes alors en plein milieu du XIe siècle et Jérusalem est sous domination musulmane, et plus particulièrement sous celle des Fatimides du Caire. Heureusement pour les chrétiens, la ville est ouverte et ils peuvent aller et venir en pèlerinage dans la ville et même y monter des établissements. Le monastère ouvre donc ses portes et sera géré par des moines bénédictins. Peu de temps après, c'est le couvent de l'Oratoire de Sainte-Marie-Madeleine qui ouvrira. Ceux-ci sont exclusivement féminins et seront administrés par une certaine sœur Agnès. Et pour finir, entre 1068 et 1071, il fera construire un xénodochium, un hôpital exclusivement destiné aux pèlerins venant de toute l'Europe. C'est lors de la prise de Jérusalem par les croisés, le 15 juillet 1099, que l'hôpital se met à la disposition de tous les blessés. Son recteur est alors frère Gérald d'Amalfi, qui, à la suite de la conquête latine, décide de se séparer des bénédictins de Sainte Marie latine et opte pour Saint Jean-Baptiste. Il va se consacrer aux pauvres et aux pèlerins, recrutant ses compagnons dans les congrégations qu'il fonde dans le but d'aider les malades. Il recevra bon nombre de dons, lui permettant de construire une église et un monastère dédié à Jean le Baptiste, dit Saint Jean-Baptiste. C'est le pape Pascal II qui fera de cette congrégation le premier ordre à être reconnu comme hospitalier le 15 février 1113. Le 14 mars 1182, l'ordre des Hospitaliers devient officiellement un ordre militaire, sous la tutelle de Roger de Moulins, qui est le 8e supérieur de l'ordre. Vous avez bien des chevaliers et des soldats avant cette époque, non? Tu as tout à fait raison, Peg. Avant cette militarisation officielle, l'ordre payait déjà des mercenaires, ainsi que des chevaliers, en puisant dans ses caisses. Ces soldats n'étaient donc pas directement reliés à l'hôpital et ne pouvaient porter le titre d'hospitalier. Ceci était réservé à ceux faisant partie de l'ordre. L'organisation chez les hospitaliers. L'ordre change plusieurs fois de fonctionnement. En 1123, l'ordre s'organise en 3 fonctions. Les frères moines et clercs, les frères laïcs et les frères convers, qui seront tous en charge des soins aux malades. En octobre 1154, une nouvelle catégorie fait son apparition, les frères prêtres et chapelains. En mars 1182, le personnel médical soignant et chirurgien professionnel fait son entrée, ainsi que les frères d'armes. Et oui, souvenez-vous, c'est le début de la militarisation officielle de l'ordre, qui passe de religieux à religieux militaire. En 1205, le frère supérieur Alfonso de Portugal fait une refonte de l'organisation en 3 parties. Les frères prêtres et chapelains qui prient et soignent, les frères servants, dits d'office, qui sont les assistants des autres frères, ainsi que les frères d'armes, chargés de la protection et de toute la partie militaire de l'ordre. Peu à peu, les chanoines se transforment en militaires, et le pape Grégoire IX reconnaît la nouvelle institution sous le nom de l'ordre de Saint-Louis d'Acre en 1236. Les différentes branches qui en découlent. De l'ordre des Hospitaliers découle rapidement celui de Saint-Lazare, créé en 1140, qui deviendra autonome vers 1260, et qui se spécialisera dans le soin des lépreux. Celle-ci voit son installation favorisée en France par Louis VII, à Boigny. L'ordre des lépreux est lui aussi un ordre militaire et participe aux batailles de la Forbie en 1244 et de Marsouara en 1250.
En 1180, d'autres hospitaliers se forment en institutions autonomes, sous le nom de l'Ordre du Saint-Esprit. Tous les ordres ont un recrutement international. Les Occidentaux s'y côtoient fraternellement, mais par la suite, on va voir apparaître, pour des raisons politiques, des ordres à caractère nationaux. Cela s'explique par le fait que les monarques veulent avoir sur leur coupe des soldats zélés pour défendre leurs intérêts, et pour des raisons linguistiques. Et oui, il est plus facile de s'occuper de pèlerins parlant la même langue que nous. En 1198, pour des raisons politiques visant à se démarquer des Francs, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, comte du Maine et comte d'Anjou. Merci pour cette précision, mais de rien. Richard donc fonde à Acre un établissement religieux, purement anglais, mais de langue franque, sous la conduite de l'évêque de Winchester, Pierre des Roches. De quai? Des Anglais qui parlent le franc? Mais où qu'est-ce qu'on va? Oui, à cette époque, les Anglais parlent surtout le franc. L'envie de se démarquer arrivera plus tard et se généralisera avec la guerre de 100 ans. Les Allemands ne seront pas en reste, ils recevront l'église Sainte-Marie de Jérusalem, pour le compte des Hospitaliers, de la part du roi de la Cité Sainte, et deviendront par la suite les Teutons. En 1198, ils ouvrent un nouvel établissement à Acre, et en 1199, le pape Innocent III reconnaîtra leur autonomie, et transforme l'institution religieuse en ordre militaire, sous le nom de l'ordre de Sainte-Marie des Teutons, où officient les chevaliers croisés germaniques. C'est de là que la fragmentation va commencer. D'autres hospitaliers de différentes nationalités se forment en institutions autonomes, comme les Italiens dès 1169, les Flamands en 1211, les Tchèques en 1237 et les Polonais en 1250. En Espagne, dans le même état d'esprit nationaliste, les hospitaliers ibériques créent l'ordre de Saint-Georges d'Afalma en 1201, soumis au roi de Castille pour protéger les côtes catalanes des pirates venant de Grenade. Le coup dur. Avec la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, les hospitaliers se replient sur Chypre. Mais le roi de l'île voit d'un mauvais œil une organisation aussi puissante s'installer sur son royaume. À partir de 1307, l'ordre, dont la rivalité avec le roi de Chypre ne cesse de croître, se lance dans la conquête de l'île de Rhodes, alors sous souveraineté byzantine. Celle-ci est conquise en 1310 et devient le nouveau siège jusqu'en 1522, où elle tombera aux mains des Ottomans. À ce moment, l'ordre n'a nulle part où aller et va passer 7 ans à errer ici et là, jusqu'à ce que l'empereur Charles Quint se dise qu'avoir un ordre militaire en Méditerranée face aux avancées ottomanes peut être un atout stratégique des plus importants. Il confie alors à l'ordre l'archipel maltais, faisant d'un grand maître en poste le prince de Malte. L'ordre va alors se transformer en une puissance souveraine qui prend de plus en plus d'importance en Méditerranée centrale, et rivalisera même dans la traite des esclaves qui deviennent nombreux sur l'île, le grand siège de Malte. 35 ans plus tard, ils subiront un énorme siège en 1565. L'Empire ottoman, dirigé par Soliman, aligne 40 000 hommes dans 200 galères. De leur côté, retranchés dans 3 forts, Saint-Elme à l'extrémité de la péninsule de Xibéras, Saint-Agne à Birgu et Saint-Michel à Ségélane, les chevaliers du grand maître Jean de la Valette et les soldats de l'île ont un effectif limité. 600 chevaliers, un peu plus de 1000 mercenaires, 4000 soldats et de la milice maltaise. Une poignée de marins et quelques centaines de galériens à qui l'affranchissement a été promis, soit un peu plus de 7000 hommes, dont moins de la moitié sont des soldats professionnels. Après 4 mois de combats d'une rare intensité, le grand siège s'achève par la victoire inattendue des Hospitaliers et des Maltais, secourus par le vice-roi espagnol, venu avec 6000 tercios, les redoutables fantassins espagnols. Bilan de ce siège, les forces de la Valette comptent 10 000 morts, soldats et civils confondus. Ils ne disposaient plus que de 600 hommes valides. Du côté des Ottomans, près de 30 000 hommes auront été perdus dans la bataille. À partir de ce moment, l'île symbolise la résistance, et ce grand port de la Méditerranée deviendra alors la base occidentale pour mener des attaques en Tunisie et dans les Balkans contre les Maures et les Turcs. La chute inexorable. En 1798, l'empereur Bonaparte expulsera les Hospitaliers de leur île et fera signer une convention dans laquelle l'ordre renonce à ses droits sur Malte. Mais le grand maître Homme-Pêche ne la ratifiera pas. Il est pas fou le bougre!
ce qui n'empêchera pas l'empereur de les jeter dehors à grands coups de botte, et d'y laisser une garnison de 3000 hommes d'infanterie et 3 compagnies d'artillerie. Cet empereur a quand même beaucoup de ressources. À partir de là, l'ordre va commencer petit à petit à perdre en vigueur et en puissance. Le pape Léon XI, en 1827, accorde, comme consolation, un couvent et une église en Italie. L'ordre n'a alors plus rien, n'est plus un ordre militaire et n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est en 1961 que l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte refera surface et reprendra la suite de l'ordre Saint-Jean de Jérusalem jusqu'à nos jours. C'est aujourd'hui une organisation à vocation caritative dont les actions humanitaires sont principalement tournées vers la lutte contre la pauvreté et, de façon plus générale, contre la maladie. Ils interviennent aussi dans les missions de secourisme d'urgence lors des catastrophes naturelles ou d'aide humanitaire envers des réfugiés lors de conflits armés. Il est actuellement présent dans plus de 120 pays à travers le monde. C'est qu'ils en auront bien fait du chemin, les petits gars. Ainsi, vous connaissez à présent l'histoire de l'ordre des hospitaliers dans les grosses lignes. Il y a encore beaucoup de choses à dire, et cela fera encore peut-être l'objet de prochaines chroniques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Notez bien que je ne possède pas la science absolue, et que je peux parfois me tromper. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de les lire et de les partager avec vous. Par ailleurs, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à mettre un pouce du soutien si vous avez aimé, et vous abonner et nous suivre sur Facebook. Le lien est dans la description. C'était Tancred de Saboya, capitaine de la Compagnie des Cimes, et sachez, mes amis, que nul ne se résume à la somme de ses défauts, et qu'en chacun de nous réside une qualité. Harvey.